Les entreprises vietnamiennes participent de plus en plus profondément à la chaîne d'approvisionnement des entreprises d'IDE. Le parti et l'État accordent une attention particulière au développement et à la garantie du bien-être social des minoritaires dans les hauts plateaux du centre. Dans la ville ancienne de Hội An, l'artiste Nguyễn Quốc Dân voit la beauté des déchets et raconte l'histoire de leur renaissance à travers des œuvres d'art uniques. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Tô Lâm a reçu aujourd'hui une délégation de personnes influentes de minorités ethniques vivant dans les zones frontalières et insulaires. Ces personnes se sont rendues à Hanoï pour participer à un programme en leur honneur intitulé « Des appuis solides pour les villages ». Le chef de l'État a salué le rôle des personnes influentes dans le renforcement de l'union nationale. Il les a encouragés à continuer de sensibiliser leur communauté aux politiques du parti et de l'État, ainsi que de participer activement au mouvement d'émulation patriotique. Par ailleurs, le chef de l'État a ordonné aux autorités compétentes de mieux comprendre, de mieux prendre soin de la vie matérielle et culturelle des minorités ethniques et de valoriser le rôle des personnes influentes parmi ces communautés, notamment pour mener à bien la stratégie de défense nationale. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui la 12e réunion du comité d'État de pilotage pour les projets nationaux importants dans le secteur des transports. Lors de son 13e congrès national, le parti a fixé des objectifs selon lesquels, d'ici 2025, le pays disposera de 3000 km d'autoroutes et de 5000 d'ici 2030. Depuis le début du mandat, 674 km d'autoroutes ont été achevés, portant la longueur totale du réseau autoroutier national à environ 2000 km. Cependant, la mise en œuvre de certains projets se heurte encore à certaines difficultés liées aux procédures, au dégagement de terrain et aux matériaux de construction. Le Premier ministre a ordonné aux ministères et aux autres organes compétents et localités concernés de continuer de se coordonner et de se concentrer sur les travaux afin d'assurer l'avancement et la qualité des projets. Ce vendredi 14 juin marque la 20e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a accueilli les donneurs de sang exemplaires du Vietnam. Plusieurs d'eux ont donné des dizaines de fois de leur sang et encouragé leurs familles, leurs proches et leur communauté à partager leurs gouttes de sang avec la communauté. Il a appelé les donneurs exemplaires et les millions d'autres donneurs dans le pays à continuer de faire valoir l'humanité et la fraternité qui sont de belles traditions de la nation. Trần Thanh Mẫn a insisté sur la nécessité d'appliquer la technologie numérique dans la gestion des dons de sang et de la base de données des donneurs, ainsi que dans la connexion entre les collectivités locales et entre les établissements hospitaliers. De plus en plus d'entreprises vietnamiennes deviennent des fournisseurs d'entreprises d'IDE. Selon le rapport sur l'indice de compétitivité provinciale de ces 3 dernières années, environ 70% des entreprises d'IDE utilisent des accessoires et pièces détachées fournies par les entreprises vietnamiennes. Cela montre que la participation plus profonde des entreprises vietnamiennes à la chaîne d'approvisionnement des entreprises d'IDE. Cependant, les entreprises vietnamiennes doivent continuer de faire beaucoup d'efforts pour devenir un maillon solide de cette chaîne. Chaque mois, environ 10 000 bacs de légumes de ce type sont fournis à un fabricant de réfrigérateurs à capitaux étrangers. Pour prendre part à la chaîne d'approvisionnement des entreprises IDE, les produits doivent répondre à des exigences très strictes. Par exemple, avec cette coque de chauffe d'eau destinée au marché américain, les entreprises vietnamiennes doivent avoir la certification de sécurité UL avec laquelle les auditeurs peuvent venir inspecter la ligne de manière inattendue
et les entreprises doivent être prêtes à réagir. Les entreprises vietnamiennes sont confrontées à une forte concurrence, car les pays voisins présentent de nombreux avantages en matière du coût de main-d'œuvre et d'échelle de production, ce qui permet de baisser les prix. Les entreprises vietnamiennes doivent signer des commandes de grand volume, sinon, elles ne feront pas de bénéfices. Il s'agit du problème de l'œuf et de la poule. En effet, pour se développer, les entreprises vietnamiennes ont besoin de recevoir des commandes d'entreprises d'idiots. Mais ces dernières choisissent souvent des entreprises vietnamiennes déjà performantes, capables de livrer de grandes quantités en peu de temps. Le secteur d'ID représente 70% des exportations vietnamiennes. Les entreprises vietnamiennes devraient en profiter pour devenir les fournisseurs pour les entreprises d'ID et rattraper leur rythme de croissance. Il faut construire un écosystème de matières premières et de services autour des entreprises d'ID. Selon le récent rapport sur le PCI, la dépendance des entreprises d'idiots à l'égard des entreprises privées nationales a progressivement augmenté au fil des ans, passant de 63% en 2022 à 75% en 2023. Ce signe positif montre en partie l'efficacité des politiques et des efforts pour stimuler le développement de l'industrie auxiliaire du Vietnam. Mise en chantier aujourd'hui d'un parc urbain et industriel Vietnam-Singapour dans la province de Lạng Sơn au nord. Il s'agit du plus grand parc industriel de la province de Lạng Sơn, construit dans le district de Hữu Lũng sur une superficie de 600 hectares avec un investissement total de plus de 6 360 milliards de dollars. Une fois terminé, le projet créera des emplois pour environ 40 000 travailleurs et contribuera à augmenter la valeur de la production industrielle et des exportations de Lạng Sơn. Le modèle du V-Ship est considéré comme un symbole de la coopération réussie entre le Vietnam et Singapour. Le Vietnam postule pour la première fois au poste de juge au tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035. En effet, la candidature de la professeure associée Nguyễn Thị Lan Anh, directrice de l'Institut de la mer orientale, a été présentée lors d'un séminaire international présidé par le Vietnam. Le séminaire a réuni une centaine de délégués et experts de 60 pays et de représentants de certains organes des Nations Unies. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. La 34e session du comité permanent de l'Assemblée nationale, 15e législature, a eu lieu du 11 au 13 juin sous l'égide de son président Trần Thanh Mẫn. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a donné ses avis sur 8 projets de loi concernant divers sujets, dont l'assurance sociale, l'industrie de la défense, la sécurité routière et l'organisation des tribunaux populaires. Les participants ont également commenté 3 projets de résolution concernant le développement de la province de Nghệ An et de la ville de Da Nang, la planification nationale de l'espace maritime pour 2021-2030 avec vision pour 2050. Il s'agit de 11 projets de loi et de résolution qui seront soumis à l'Assemblée nationale pour examen et approbation lors de la deuxième phase de sa 7e session.
Le 12 juin, le président de l'Assemblée nationale, Chen Thanh-man, a reçu le vice-président du Sénat indonésien, Mahyudin, en visite de travail au Vietnam. Chen Thanh-man a proposé que dans les temps à venir, les deux parties s'efforcent de porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d'ici 2028. De plus, il a plaidé pour une mise en œuvre efficace de l'accord sur la coopération dans le domaine de la pêche, signé plus tôt cette année, visant à prévenir la pêche illégale. De son côté, le dirigeant indonésien a souhaité que les deux pays se tiennent côte à côte et coopèrent étroitement pour surmonter les défis de la région et du monde. Le Vietnam a été élu vice-président de l'Assemblée générale des États parties de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Convention de 2003, lors de la 10e session de l'Assemblée générale ouverte mardi 11 juin au siège de l'UNESCO à Paris. Cette élection témoigne de la position internationale et du prestige croissant du pays. L'élection du Vietnam porte à 6 le nombre de mécanismes clés de l'UNESCO auxquels il est parti. À partir du 27 juin, les nouilles instantanées vietnamiennes seront exportées vers l'UE, sans avoir besoin d'un certificat de contrôle de sécurité sanitaire des aliments. Le 7 juin, Bruxelles a amendé son règlement sur les mesures d'urgence pour contrôler les exportations alimentaires vers l'UE. En conséquence, la fréquence d'inspection des nouilles instantanées était passée de 50% à 20%. Cela permettra aux nouilles instantanées vietnamiennes à accéder plus facilement à ce marché potentiel. De plus, l'UE a également ajusté les réglementations d'inspection pour un certain nombre d'autres produits agricoles vietnamiens, tels que le fruit du dragon, les piments et le gombo. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a inauguré le 10 juin à Nha Trang la Semaine nationale de la mer et des îles du Vietnam. Il s'agit d'un événement marquant le mois d'action pour l'environnement en réponse à la Journée mondiale des océans le 8 juin et à la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin. La Semaine des mers et des îles du Vietnam de cette année a pour thème Gestion et utilisation durable de l'espace marin. L'accent est mis sur la réduction au maximum des déchets plastiques océaniques, l'amélioration des stocks de carbone grâce à la conservation, la promotion de l'aquaculture durable, ainsi que des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté maritime. Placée sous le thème Patrimoine culturel, intégration et développement, la semaine du Festival international des arts de Hue 2024 s'est tenue du 7 au 12 juin avec la participation de dizaines de milliers de visiteurs. Plusieurs activités culturelles, artistiques et culinaires ont eu lieu à l'intérieur de la cité impériale et dans les rues de Hue pour la grande satisfaction des festivaliers. Cet événement a attiré 16 troupes artistiques internationales et nationales avec de nombreuses représentations spéciales. Ouverture de l'édition 2024 du Festival international des feux d'artifice de Da Nang le 8 juin. Le thème général de l'édition 2024 est Connexion globale, radiance sur 5 continents. Mais chaque soirée de compétition a aussi son propre thème. Le festival de cette année réunit 8 équipes, dont 7 de France, d'Italie, des États-Unis, d'Allemagne, de Pologne, de Chine et de Finlande, ainsi qu'une équipe vietnamienne de Da Nang. Chaque équipe présente une performance de 20 à 22 minutes. La compétition finale aura lieu le 13 juillet. Les hauts plateaux du centre sont une zone stratégique à laquelle le parti et l'État accordent une attention particulière. De nombreuses initiatives politiques et programmes de développement majeurs du parti ont été élaborés et mis en œuvre avec efficacité, aidant à réveiller le potentiel et les atouts de cette terre riche en traditions révolutionnaires et en identité culturelle. Le village Steur fut le lieu de naissance du héros Dinh Nuc durant la résistance contre les Français. Aujourd'hui, c'est le premier village du Tây Nguyên à avoir été restauré pour devenir un village du tourisme historique et communautaire. De nombreux ménages y vivent, contribuant à la vitalité de ce site historique national. Avec le soutien de l'État, la maison communale du village a été restaurée telle qu'elle était autrefois. Nous en sommes très heureux.
Nous tricotons, préparons des plats traditionnels et du riz en tube de bambou. Nous vendons des articles de souvenirs aux visiteurs. Nous essayons de garder notre identité Bana. Kromna est une commune frontalière particulièrement difficile du district de Bundon, province de Darlak. Les ménages pauvres de la commune peuvent emprunter des capitaux à la Banque de politique sociale pour élever des vaches et des chèvres. La mise en œuvre de nombreux programmes nationaux cibles, des programmes de réduction de pauvreté 134 et 135, ou du programme 167 de soutien de logement pour les pauvres, a changé la physionomie des hauts plateaux du centre. J'apprécie la politique du parti et le soutien efficace du gouvernement pour développer les cultures de durian, de caoutchouc, de café et d'autres plantes. Notre famille a pu acheter une voiture. Les politiques en faveur des minorités ethniques sont très complètes. De l'infrastructure à la garantie de la production, en passant par la santé et l'éducation. Un enfant d'ethnie minoritaire bénéficie de nombreux privilèges, depuis sa naissance jusqu'à son entrée à l'école. Au cours des 10 dernières années, le Politburo a adopté des résolutions distinctes pour promouvoir le développement des hauts plateaux du centre. Plus récemment, le plan régional de cette région pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, a été approuvé, qui se concentre sur l'élimination des rouleaux d'étranglement en termes des infrastructures de transport pour promouvoir la percée de cette terre. Les provinces des hauts plateaux du centre abritent actuellement 53 groupes ethniques, dont 37% sont issus d'ethnies minoritaires. Il y a de nombreuses années, une partie de la population a été attirée et incitée par les forces hostiles et réactionnaires pour faire des activités de sabotage contre le parti et l'État. Maintenant, de nombreuses personnes sont devenues des personnes réputées, contribuant au développement de leur localité. En 2001, ici s'est enfui illégalement à l'étranger pour trouver une vie meilleure. Mais très vite, il s'est rendu compte que ce n'était que des mensonges. Décidant de rentrer, avec les encouragements et le soutien du parti et de l'État, il s'est concentré dans le travail agricole. Ici et maintenant, une personne réputée de son village. Il n'y a pas de terre promise. Je veux dire aux villageois de ne pas suivre les mensonges pour tenter de traverser la frontière. Au Vietnam, nous bénéficions de politiques favorables pour avoir une vie stable. En effet, l'organisation réactionnaire Phunro en exil a utilisé de faux arguments pour inciter les gens à traverser la frontière ou à saboter le gouvernement. Plus que quiconque, Matung le comprend le mieux car il a déjà été membre de cette organisation. Aujourd'hui, bien qu'il soit âgé, Matung et les gardes frontières s'efforcent d'avertir les villageois de ne pas tomber dans ces pièges. Je leur dis que s'il y a de mauvaises personnes ou des inconnus venant diffuser de fausses informations et les attirer, ils doivent informer les autorités locales. Nous renforçons les activités pour sensibiliser la population sur les directives et politiques du parti, ainsi que les complots des forces hostiles, afin que les gens puissent faire confiance en politique du parti. En même temps, nous renforçons les patrouilles régulières pour prévenir et lutter contre le passage des frontières illégales. Dans la province de Dak Nong, ces dernières années, parallèlement à la sensibilisation, les habitants ont reçu un soutien efficace pour avoir accès à des crédits bancaires et développer l'économie familiale, contribuant ainsi au développement de la localité. À Hội An, l'artiste Nguyễn Quốc Dân voit la beauté dans les déchets et leur donne de nouvelles formes. Ses œuvres d'art sont fabriquées à partir de déchets et de ferrailles. Elles sont placées à l'intérieur d'une structure architecturale appelée Atelier de la Renaissance. Diplômé de l'Université des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville, Nguyễn Quốc Dân a tenu 4 expositions personnelles racontant
de tout leur cœur l'histoire de la Renaissance. Faisons tout de suite sa connaissance. Un matin frais à Hoi An, les touristes peuvent se promener dans les petites rues ou visiter les cafés. Dans cette ruelle appelée Hem Tai Sinh, ruelle de la Renaissance, se trouve un café très fréquenté, décoré par de vieux haut-parleurs et des objets anciens en plastique. Un ami m'a présenté ce café. Je trouve son espace adapté à l'architecture de Hoi An. Je suis impressionné par les décorations et l'ambiance de ce café. La plupart des décorations sont recyclées. J'aime cette façon de respecter l'environnement. L'idée de cette combinaison unique entre l'ambiance d'un café et les objets recyclés vient d'un peintre vivant à Cẩm Hà, Hội An. Nguyễn Quốc Dân possède aussi un atelier où il crée et expose ses œuvres. Des mannequins de diverses formes et couleurs, des meubles en bois ou en aluminium, des lampes suspendues fabriquées à partir de fûts de fer. Il a fallu une semaine pour fabriquer ce sac, mais il m'a fallu un mois pour trouver les matériaux adaptés. Les sacs recyclés sont appréciés par les touristes étrangers. Ils les achètent pour les ramener dans leur pays. J'espère que ces objets raconteront aux étrangers l'histoire de Hoi An contemporaine ainsi que l'histoire de l'environnement. Je vois l'immense contribution du soleil à cette vie. Alors, j'ai eu l'idée de construire un atelier inspiré du soleil. La porte d'entrée, c'est la lune. Je veux construire un univers en moi. Le soleil et la lune ont une maison où retourner. Cet atelier s'appelle l'atelier de Renaissance. Je suis en train de créer quelques oiseaux à partir de bouteilles plastiques. Je vais les placer dans la tour de la Renaissance. Où avez-vous trouvé ces bouteilles? La plupart proviennent de Casse, mais j'en achète quelques-uns. Ce matériau peut être utilisé comme objet d'art ou objet de décoration intérieure. Fabriquez-vous des bouteilles pour qu'elles deviennent des œuvres d'art ou ont-elles des applications dans la vie? On peut aussi en faire des porte-stylos pour enfants. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les transformons en objets utiles. Nous continuons de réfléchir à son cycle de vie. De notre point de vue artistique, un objet a toujours sa valeur si nous savons l'apprécier et l'utiliser. Quant à moi, je ne pense pas que ce soit de la ferraille. Quand je trouve un déchet recyclable, je pense toujours à comment le transformer en telle ou telle chose. Fort de sa créativité et de sa passion pour la ferraille, Nguyễn Quốc Dân a ouvert un atelier de recyclage gratuit accessible à tout le monde. Les visiteurs peuvent y découvrir la beauté des matériaux qui ont été jetés. En arrivant ici, j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. C'est merveilleux. Les œuvres ici nous donnent des idées pour recycler les chutes en œuvres d'art. Merci pour les choses abandonnées qui m'ont appris la signification du cycle de la vie. Le plus important, c'est qu'on ralentisse notre rythme et qu'on regarde la vie avec un cœur plus ouvert. Hội An, l'une des meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024. La destination la moins chère et la plus sûre au monde pour les voyageurs solitaires. Hội An se classe aussi au 2e rang parmi les 25 meilleures destinations pour une lune de miel en 2024, selon un classement récemment annoncé par TripAdvisor. Par leur travail simple mais significatif, les individus comme Nguyễn Quốc Dân ont contribué à la diffusion de l'esprit de vie écologique auprès des touristes et à faire de Hội An l'une des premières destinations touristiques du monde. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.